Mesdames et messieurs, bonjour. Goedemorgen iedereen. Nous sommes le lundi 28 septembre. Bienvenue pour ce nouveau point de presse pour continuer à vous informer sur la situation épidémiologique en Belgique et sur quelques consignes à rappeler quand c'est nécessaire en fonction de la situation. Je cède tout de suite la parole à Yves Van Latem. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors nous allons commencer par les chiffres comme d'habitude. Sur les 7 derniers jours, nous avons eu en moyenne par jour 1551 nouveaux cas diagnostiqués, ce qui est une augmentation de 17% par rapport à la moyenne de la semaine qui a précédé. Comme on vous l'a déjà dit, et ceci s'accentue, on a maintenant depuis une bonne semaine une diminution de cette augmentation. Donc nous augmentons toujours en chiffres, mais petit à petit la courbe tend à s'aplatir et nous espérons ainsi pouvoir évoluer vers un nouveau plateau. Ce n'est pas parce que cela va un peu moins bien dans l'augmentation, un peu mieux plutôt dans l'augmentation des cas qu'il faut baisser la garde, bien sûr. C'est le moment ou jamais de faire particulièrement attention de manière à ce que non seulement on atteigne le plus vite possible ce plateau, mais qu'on puisse redescendre le plus rapidement possible par la suite. La répartition par âge nous montre que nous avons actuellement chez les jeunes enfants de moins de 10 ans une diminution des moyennes hebdomadaires. C'est une tranche d'âge qui était peu touchée, très clairement. Elle est encore un petit peu moins actuellement. Elle dénote une fois de plus que dans cet âge-là, au niveau scolaire, il n'y a pas de réel problème de transmission qui se présente. Par contre, dans les autres tranches d'âge, les chiffres continuent d'augmenter et ils continuent à augmenter aussi chez les personnes plus âgées. Pour vous donner une idée, on avait, durant la dernière semaine, chez les plus de 60 ans, 669 nouveaux cas, alors qu'il y en avait 542, donc à peu près 120 de moins dans la semaine qui a précédé. Les augmentations dont nous parlons sont visibles au niveau national dans toutes les provinces, moins au niveau du Limbourg où il y a plus 7%. Je vous rappelle qu'on était à moins 2, moins 5% ces derniers temps. Le Limbourg reste relativement un bon élève, à plus 54% dans la province de Namur. On va se répéter, mais c'est le cas. L'augmentation des cas et le plus grand nombre de nouveaux cas est à nouveau à Bruxelles-Capitale, même si là aussi ce taux d'augmentation semble se ralentir. On a eu 323 nouveaux cas par jour la semaine passée, ce qui n'est plus qu'une augmentation de 11%. Cependant, il faut noter qu'on avait eu durant cette semaine précédente plus 75% par jour. Cela veut donc dire que nous sommes devant une cassure de la courbe qu'on espère là aussi voir s'accentuer. Et on peut d'ailleurs certainement en discuter de l'impact des mesures qui viennent d'être récemment prises sur cette évolution dans les jours qui viennent. Il faut quand même souligner qu'actuellement, dans la région de Bruxelles-Capitale, on a un gros 10% des tests pratiqués qui sont positifs, ce qui est extrêmement important et confirme donc qu'il y a une réelle circulation du virus dans la capitale et pas simplement une augmentation du dépistage. On est là à plus du double de la moyenne nationale. En 2, on retrouve la province d'Anvers avec 277 cas par jour, soit plus 20%. Et en 3, la province de Liège avec 204 nouveaux cas, soit une augmentation de 7%. À nouveau, des augmentations qui sont plus faibles que ce qu'on avait au préalable. À côté de ces nouveaux cas, dont une bonne partie ne sont pas malades ou peu malades, si on s'intéresse aux admissions à l'hôpital, on a une augmentation du nombre de nouvelles admissions, avec 64 admissions par jour en moyenne, soit une augmentation de 41%. On sait que les admissions mettent une semaine, 10 jours après l'infection pour se manifester. Et donc, on est là encore dans une phase d'augmentation importante et significative, même si, là aussi, il y a une certaine stabilisation, mais moins importante que celle que l'on a pour les contaminations.
Assez logiquement, le plus grand nombre d'admissions se trouve dans la région de Bruxelles-Capitale, dans laquelle on trouve un tiers des nouvelles admissions, suivi à peu près pour 10% pour chacune d'entre elles par la Flandre orientale, par la province de Liège et par Anvers. Nous déplorons actuellement de l'ordre de 4,4 décès par jour, ce qui est en augmentation par rapport aux 2,4 décès par jour de la semaine qui a précédé. Il faut signaler que la semaine dernière, il y a eu 2 journées pendant lesquelles nous avons eu 8 décès signalés, alors qu'au préalable, ceci n'était pas aussi important. Un petit message aujourd'hui, mais je pense un message important parce qu'il dénote d'une possibilité pour vous de participer à l'évaluation de l'impact de cette pandémie sur la société belge. Comme vous le savez sans doute, Cienzano a lancé il y a quelques mois une première enquête de santé Covid-19. On en est maintenant à la 4e et la semaine passée, cette 4e enquête a été mise en ligne. Le but de ces enquêtes est de suivre à la fois votre situation professionnelle, financière, votre santé physique bien sûr, mais aussi votre santé sociale et mentale, et cela sur le long cours. Vos réponses aux questions sont donc particulièrement importantes pour évaluer la gestion de la crise et aider ainsi le personnel politique à prendre des décisions. Dans les 3 premières enquêtes, on a pu évaluer essentiellement les impacts sur la dépression, sur vos revenus mensuels ou encore sur la manière dont vous avez suivi les mesures au jour le jour. Les résultats d'ailleurs de ces enquêtes, si cela vous intéresse, et je pense que c'est effectivement intéressant, se trouvent sur le site web de Cienzano. La 4e enquête, qui vient donc de commencer, se concentre sur les mesures qui sont en vigueur, sur le suivi des contacts des personnes infectées et sur le futur vaccin qui devrait être là à partir du mois de mars. Elle se concentre aussi sur votre vécu personnel après 6 mois de vie parfois difficile, on le sait tous, avec le virus. C'est donc la possibilité pour vous de nous informer, c'est en retour si on peut dire, et par conséquent d'aider tant les scientifiques comme on l'a évoqué, les décideurs politiques. Si vous voulez participer à cette enquête, allez sur le site de Cienzano, elle s'y trouve et vous pourrez l'y compléter. Merci beaucoup. Goedemiddag iedereen, bonjour tout le monde. We beginnen deze week met de laatste cijfers. De afgelopen week werden er gemiddeld 1551 nieuwe gevallen per dag vastgesteld in België. Dat is een stijging van 17% in vergelijking met de week ervoor. Sinds een week zien we dat de toename minder uitgesproken wordt, waardoor we mogelijk lijken te evolueren naar een nieuwe plateaufase. Dat is een bemoedigend signaal. Het toont opnieuw aan dat we met z'n allen wel degelijk een verschil kunnen maken. De sleutel ligt in elk van onze handen. Laten we de komende dagen dan ook extra aandachtig blijven voor de gouden regels, zodanig dat we deze stijgende curve effectief een halt kunnen toeroepen. We zien sinds kort een afname van de weekgemiddelden bij de kinderen jonger dan 10 jaar. Maar bij de andere leeftijdsgroepen, jammer genoeg, blijven de cijfers nog steeds stijgen. En dat is in het bijzonder het geval bij de 70-plussers, waar de toenames nog steeds beduidend hoger liggen dan het nationale gemiddelde. In de voorbije week werden er bijvoorbeeld 769 gevallen bij 70-plussers vastgesteld, terwijl het de week ervoor er nog maar 542 waren. Dat is dus een stijging van 42%. De cijfers stijgen in alle provincies, gaande van een toename van 7% in Limburg tot 54% in Namen.
We blijven het hoogste aantal nieuwe gevallen vaststellen in het Brusselse hoofdstedelijk gewest, alhoewel de snelheid van toename ook hier wat lijkt af te nemen. De afgelopen week werden er gemiddeld 323 nieuwe gevallen vastgesteld per dag, wat een toename is van 11% in vergelijking met de week ervoor. We komen echter van toenames tot 75% per dag een week daarvoor. Dus die stijging lijkt toch een stuk minder steil te gaan, ook in Brussel. Het percentage positieve testen blijft echter nog bijzonder hoog in Brussel. De afgelopen week waren meer dan 10% van alle uitgevoerde testen positief, wat meer dan dubbel zo hoog is dan het Belgisch gemiddelde. In de provincie Antwerpen zien we nog steeds het tweede hoogste aantal nieuwe gevallen per dag, namelijk 277 per dag in de afgelopen week. En dat is een toename van 20%. In de provincie Luik waren er de afgelopen week 204 nieuwe gevallen per dag, wat een toename is van 7% in vergelijking met de week ervoor. De ziekenhuisopnames volgen het profiel van de besmettingscijfers, zij het met een lichte vertraging. De afgelopen week waren er gemiddeld 64 ziekenhuisopnames per dag. Dat is een toename van 41% in vergelijking met de week ervoor. Toen waren er nog gemiddeld 45 nieuwe opnames per dag. Net als bij de besmettingscijfers zien we ook hier dat de toenames wat lijken af te vlakken, zij het voorlopig nog veel minder uitgesproken. Het hoogste aantal nieuwe ziekenhuisopnames vinden we nog steeds terug in het Brussels hoofdstedelijk gewest, verantwoordelijk voor een derde van alle nieuwe opnames. Hierna volgen Oost-Vlaanderen, Luik en Antwerpen, elk verantwoordelijk voor ruim 10% van de nieuwe opnames. In lijn met de stijging van de ziekenhuiscijfers zien we ook een trage, maar gestage toename in de sterftecijfers. De voorbije week waren er gemiddeld 4,4 overlijdens per dag, terwijl de week ervoor nog 2,4 overlijdens per dag opgetekend werden. In de afgelopen week waren er 2 dagen met telkens 8 gemelde overlijdens, terwijl dit cijfer in de weken ervoor fluctueerde ergens tussen de 1 tot 5 overlijdens per dag. Over het algemeen blijven de sterftecijfers weliswaar gelukkig nog op een laag niveau. Tot zover de cijfers. We zouden tenslotte ook nog een korte oproep willen doen om uw mening te geven over de impact die deze crisis op u heeft, door deel te nemen aan de 4e COVID-gezondheidsenquête. Cienzano lanceerde reeds enkele maanden geleden voor het eerst een COVID-gezondheidsenquête en vorige week kwam de 4e enquête ook online. Het doel van deze enquêtes is om uw professionele, financiële, fysieke, sociale en mentale gezondheid op lange termijn te volgen. Uw antwoorden op deze vragen zijn van het grootste belang om het crisisbeheer en de volksgezondheid op lange termijn te kunnen beoordelen. Dankzij de vorige 3 enquêtes hebben we bijvoorbeeld meer inzicht gekregen op het effect van deze crisis op het voorkomen van depressies, de impact op het maandelijks inkomen en in welke mate de opgelegde preventiemaatregelen werden gerespecteerd. De resultaten van deze vorige onderzoeken zijn ook beschikbaar op de website van Cienzano. Deze 4e gezondheidsenquête legt de focus op uw mening over de contacttracing en een toekomstig vaccin, maar ook op hoe u zich voelt na 6 maanden leven met dit virus. Het is nu aan u om ons te informeren en zo wetenschappers en beleidsmakers te helpen begrijpen wat de gevolgen van deze crisis voor jullie zijn. We zouden u dus graag willen oproepen om deze enquête in te vullen, die u kan terugvinden op de website van Cienzano. Dank u voor uw aandacht. Bonjour.
Ces derniers mois, les employeurs et les employés ont fait énormément d'efforts pour veiller à la sécurité sur les lieux de travail. Maintenant que le virus circule à nouveau plus dans notre société, il reste très important de suivre rigoureusement ces mesures que nous connaissons tous sur les lieux de travail également. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui d'être nonchalants avec ces mesures. Nous appelons donc tous les employeurs et les employés à respecter encore et toujours et à apporter les attentions nécessaires quant à ces 6 règles d'or appliquées sur le lieu de travail. Regardez si les mesures actuellement en place chez vous sont bien respectées, doivent peut-être être un petit peu adaptées après ces semaines, mais continuez toujours à investir dans la sensibilisation de chacun d'entre vous, de chacun des employés, des employeurs, sur le lieu de travail. Via le site web du SPF Emploi et Travail, vous allez pouvoir retrouver des affiches traduites en plus de 17 langues, mais également tout du matériel de sensibilisation pour votre communication interne au sein de votre entreprise, de votre institution. De la sorte, vous allez faire que chaque employé ou chaque employeur peut devenir un réel ambassadeur pour veiller à la sécurité des autres et à la santé de tous. Ces derniers mois, beaucoup d'entreprises ont également mis en place du télétravail. Nous remarquons pourtant, notamment avec l'augmentation du trafic, que beaucoup de personnes ont repris leurs déplacements en voiture notamment pour se rendre au travail. Vu les circonstances actuelles, nous faisons un appel pour que dans les entreprises et les institutions où cela est possible, vous continuez à investir et à mettre en place le télétravail au maximum. Le télétravail est en effet une mesure efficace, très efficace, pour ralentir la propagation du virus. En plus, c'est une mesure qui, grâce à l'utilisation de certaines applications Internet aujourd'hui, a un impact faible sur le travail des entreprises et des institutions qui peuvent le mettre en place. Essayez également d'organiser autant que possible des réunions virtuellement. Et si ce n'est pas possible, veillez à prendre toutes les mesures de précaution qui s'imposent, respectez les distances, veillez à avoir une pièce suffisamment aérée, faites attention aussi à l'hygiène des mains des différents participants à la réunion, etc. Après le travail, beaucoup d'entre nous trouveront des moments de détente, notamment dans des pratiques sportives. Grâce aux efforts de beaucoup de clubs sportifs, il est possible en effet de continuer à faire du sport de manière totalement responsable. Mais il est très important que chacun respecte les règles d'or pendant l'activité sportive, mais également autour et après, par exemple dans la cafétéria ou lors de la célèbre 3e mi-temps. Gardez vos distances et portez le masque si c'est nécessaire. De cette manière, nous allons pouvoir veiller ensemble sur le sport et nous allons pouvoir veiller au fait de pouvoir continuer dans les semaines et les mois à venir à faire le sport que nous aimons. Car c'est seulement si nous le faisons ensemble, toujours et partout, que nous allons pouvoir appliquer concrètement ces 6 règles d'or et que nous allons pouvoir ralentir la propagation du virus. Merci. Goedemorgen. De afgelopen maanden hebben werkgevers en werknemers de nodige inspanning gedaan om de veiligheid op de werkvloer te kunnen garanderen. Nu het virus opnieuw meer circuleert in onze samenleving, blijft het belangrijk om deze voorzorgsmaatregelen rigoureus te blijven respecteren. We kunnen het ons niet permitteren, ook niet op de werkvloer, om nonchalant te worden. We roepen werknemers en werkgevers dan ook op om de nodige aandacht te blijven besteden aan deze maatregelen. Bekijk of de uitgewerkte voorzorgsmaatregelen worden gerespecteerd, of ze eventueel moeten bijgestuurd worden en blijf inzetten op het sensibiliseren van iedereen die op de werkvloer komt. Op de website van de Federaal Overheidsdienst Werkgelegenheid kan u onder andere affiches vinden in 17 verschillende talen. En ook nog ander sensibiliseringsmateriaal voor de interne communicatie binnen uw bedrijf of uw instelling. De afgelopen maanden hebben veel bedrijven ingezet op telewerk. We merken echter, onder andere aan de toename van het verkeer, dat er meer mensen terug de verplaatsing maken naar het werk. Rekening houdend met de huidige situatie van de pandemie in ons land, doen we een oproep om maximaal te blijven inzetten op telewerk voor de sectoren waar dit uiteraard mogelijk is.
Telewerk is een zeer effectieve maatregel om de verspreiding van het virus af te remmen. Tevens is het een maatregel die dankzij het gebruik van verschillende internettoepassingen weinig impact heeft op de werking van het bedrijf of de instelling. Tracht vergaderingen ook zoveel mogelijk virtueel te organiseren. Indien dit niet mogelijk is, neem dan de nodige voorzorgsmaatregelen. Respecteer altijd de afstand, zorg voor een goed verluchte ruimte, respecteer de goede handhygiëne. Deze reflexen helpen om een dam op te werpen tegen het virus op de werkvloer. Na het werken vinden veel mensen de nodige ontspanning in sport. Dankzij de maatregelen genomen door sportclubs is het mogelijk om op een verantwoorde manier te blijven sporten. Het is echter belangrijk dat iedereen op en rond het sportveld zijn verantwoordelijkheid opneemt. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de kantine. Samen iets drinken na het sporten hoort er voor veel mensen bij. Maar doe dit op een verantwoorde manier. Hou afstand en draag indien nodig een mond-neusmasker. Op deze manier zorgen we er samen voor dat we ook de komende maanden kunnen blijven sporten. Want door samen, altijd en overal de 6 gouden regels te volgen, remmen we de verspreiding van het virus af. Ik wens jullie een aangename werkweek, maar vooral ook een veilige werkweek. Dank je wel. Kunnen we nu overgaan tot de vragen die we hebben ontvangen van de journalisten? Op basis van welke criteria of welke studies kunnen we zeggen dat het nodig is om de baars om 23 uur te sluiten? Hebben we bewijs dat clusters meer in baars ontstaan? Moeten we andere maatregelen verwachten en zo ja, welke? Wel, we weten uit een aantal voorbeelden dat er inderdaad clusters van besmettingen zijn geweest, gelinkt aan horecabezoek, gelinkt aan het bezoeken van bars. We kennen op dit moment niet het relatief belang van horecabezoek of van het bezoek aan bars in het totaal aantal besmettingen die we vaststellen. Daar hebben we geen overzicht over dit ogenblik, maar het is weliswaar zo dat er af en toe reeds clusters zijn vastgesteld. Men heeft in Brussel een sluitingsuur afgekondigd voor de bars. De logica daarvan is, omdat laat op de avond, er wordt al meestal wat meer gedronken en dan riskeert men dat men toch wat minder gevoel voor risico heeft en dat men het wat minder nauw begint te nemen met de afstandsregels of de hygiëneregels. Er is natuurlijk ook een caveat aan verbonden. Wanneer de horeca sluit om 11 uur 's avonds, is het niet de bedoeling dat men gaat nadrinken of nafeesten of napraten ergens thuis in een privéomgeving, want dan zou het risico wel eens nog groter kunnen zijn dan wat er zich in de meer gecontroleerde omgeving van een bar afspeelt. Sowieso is het nodig om COVID te bestrijden op een integrale manier. Dus dit vraagt een aanpak op verschillende niveaus, niet enkel de horeca. En daar is men ook volop mee bezig. Voorlopig heb ik geen weet van bijkomende maatregelen die in de pipeline zitten. Belga a publié un article concernant l'étude, entre autres de l'Université de Gand, sur les jeunes gravement malades, liés à des causes génétiques ou immunologiques. Avez-vous des informations à ce sujet? Avons-nous de tels cas dans les unités de soins intensifs? Alors effectivement, une étude internationale a eu lieu et y a toujours lieu, dans lequel l'Université de Gand servait de point focal pour rassembler les informations au niveau belge. Et donc il y a donc des patients belges qui ont participé à cette étude. Que montrent ces données? Eh bien, elles nous montrent que pour un groupe qui est rarement en soins intensifs, les gens jeunes, il existe dans à peu près 10% des cas des causes immunologiques, génétiques, à la gravité de l'infection. Ces jeunes patients sont moins capables de produire un certain nombre de médiateurs, tant de médiateurs de l'inflammation que d'agents luttant contre l'infection virale, des interleukines, de l'interféron, et donc ils peuvent moins bien lutter au départ contre l'infection virale. C'est donc là le virus qui l'emporte. On se trouve devant une situation qui est différente de ce qu'on constate chez des personnes plus âgées ou d'autres personnes dans lesquelles c'est l'emballement de l'inflammation qui a lieu et qui donne des conséquences délétères.
Sur base de quels critères ou quelles études peut-on dire qu'il est nécessaire d'organiser la fermeture des bars à 23 heures? Est-ce qu'on a la preuve que les clusters naissent plus dans les bars? Doit-on s'attendre à d'autres mesures? Si oui, lesquelles? Alors, il est clair qu'en Belgique, il y a un certain nombre de clusters qui ont été détectés dans des bars et qui parfois ont conduit à l'infection de nombreuses personnes. Ce qu'il faut bien dire, c'est que l'importance relative de l'infection au niveau des bars est actuellement mal connue dans notre pays. On ne peut pas exactement savoir quelle est la part des choses des bars par rapport à d'autres situations. Et donc, il est important d'avoir sur le sujet des données complémentaires. Pour rappel, et même si comparaison n'est pas raison, il faut dire que dans des pays étrangers, des papiers déjà publiés au point de vue scientifique ou des rapports récents nous montrent tant en Asie, en Corée par exemple, aux États-Unis et au Canada ou dans d'autres pays européens, que les bars sont un des facteurs qui peut jouer un rôle, ce que l'on comprend par la mobilité liée au bar en lui-même par rapport à un restaurant par exemple, ou au fait que si on a un verre devant soi, on ne va pas sans arrêt remettre son masque en place. Dans les mesures qui ont été prises ce week-end à Bruxelles, il faut signaler que les bars n'ont pas été fermés, mais qu'ils ont été simplement avec une fermeture plus précoce le soir, à 23 heures. La logique du raisonnement qui sous-tend ceci est de se dire qu'après une certaine heure, et comme dans un bar d'habitude on boit des boissons alcoolisées, il y a une potentielle baisse de la garde de précaution par rapport justement à ces fameuses mesures que nous devons tous suivre et prendre. Il faut souligner, en complément de ceci, que s'il ne sera pas permis sur le territoire de Bruxelles de rassembler plus de 10 personnes à l'extérieur après 23 heures, ceci ne doit pas être une raison pour faire ce genre de partie en privé. Je pense que là, c'est de la responsabilité de chacun de savoir que le risque existe et qu'il ne faut pas l'augmenter. Belga bracht een bericht rond de studie, onder meer van het UZ Gent, over ernstig zieke jonge mensen en de link met genetische of immunologische oorzaken. Heeft u daar gegevens over? Zijn er bij ons dergelijke gevallen op de afdelingen intensieve zorgen? Het gaat om een zeer interessante studie die aantoont dat bepaalde afwijkingen aan het interferonsysteem mogelijk aan de basis liggen van een zeer ernstig verloop van COVID, onder andere bij jonge mensen. Het interferonsysteem, interferonen zijn eigenlijk onze eerste soldaten die het lichaam aanmaakt om het virus te bestrijden wanneer het in het lichaam binnenkomt. En dat gebeurt al binnen de eerste uren en dagen na het contact. Men heeft gemerkt in die studies dat bij sommige mensen er bepaalde genetische afwijkingen zijn, waardoor dat interferonsysteem minder goed werkt. En nog andere mensen hebben een afwijkende antistoffenrespons. Zij maken antistoffen aan die hun eigen soldaten gaan aanvallen, hun eigen interferonmoleculen. En dit zou mogelijk kunnen verklaren waarom soms ook jonge mensen een zeer ernstig verloop van COVID-19 kennen. Het zou het geval zijn bij ongeveer 10% van de ernstige COVID-19 gevallen. Een Gentse universiteit heeft deelgenomen aan deze studie. Men heeft ook gezien dat dit niet beperkt is tot één land of één bevolkingsgroep. Die mutaties, die afwijkende responsen, lijken vrij algemeen verspreid te zijn. Dus we vermoeden dat men waarschijnlijk ook wel in België dergelijke gevallen heeft vastgesteld. Die gegevens hebben we niet op dit ogenblik. Het is misschien ook belangrijk om te zeggen dat het ongeveer 10% van de ernstige gevallen kan verklaren bij jonge mensen. Dus bij het merendeel van die ernstige gevallen liggen er nog altijd andere oorzaken, andere mechanismen aan de basis. Hoe staat het vandaag met de beschikbare capaciteit in ziekenhuizen van gewone bedden en bedden op intensieve zorgen als we uitgaan van 2 scenario's? De normale toestand in ziekenhuizen waarbij alle behandelingen gewoon blijven doorlopen, en de crisistoestand in ziekenhuizen waarbij alle behandelingen worden stopgezet en enkel nog COVID-19-patiënten worden behandeld. Wel, ziekenhuizen werken momenteel volgens 4 fases. In de laagste fase, en dat is nog altijd de fase waar we nu in zitten,
worden er in totaal 300 bedden voorzien op de intensieve zorgafdeling, specifiek voor COVID-patiënten. Daarbovenop zijn er ook nog 1200 gewone bedden. In die omstandigheid kan het ziekenhuis in principe normaal functioneren. Dan heb je nog een tweede, een derde en een vierde fase. In de vierde fase, of de hoogste fase, dan worden er 2000 bedden voorzien voor COVID-patiënten op de intensieve zorgen en een totaal van 8000 gewone bedden. In die omstandigheid betekent het echter wel dat het ziekenhuis inderdaad moet omschakelen en een groot deel van de gewone, niet dringende zorg tijdelijk zal moeten stilleggen, zodanig dat er meer middelen en personeel kunnen gaan voor de verzorging van COVID-patiënten. Momenteel liggen er 135 patiënten in onze ziekenhuizen. De belasting is weliswaar een stuk hoger in Brusselse ziekenhuizen dan in de rest van het land. En daar is het ook de bedoeling dat er zo snel mogelijk kan gespreid worden tussen ziekenhuizen, zodanig dat die ziekenhuizen die nu al meer belast zijn, ook niet te snel hoeven over te schakelen naar een hogere fase. Qu'en est-il de la disponibilité des lits standards et des lits en soins intensifs dans les hôpitaux si on suppose deux scénarios? Une situation normale où tous les traitements se poursuivent comme d'habitude, ou la situation de crise dans les hôpitaux où tous les traitements sont arrêtés et où seuls les patients Covid-19 sont traités. Dans le cadre de la pandémie Covid-19, on peut distinguer 4 phases différentes au niveau des hôpitaux. Une phase de base, si on peut dire, le virus étant présent, dans lequel 1200 lits normaux d'hospitalisation sont prévus pour les patients Covid-19 positifs et 300 lits de réanimation. Ceci laisse alors de l'ordre d'à peu près 1200 lits de soins intensifs pour d'autres pathologies, puisque l'activité des hôpitaux continue normalement. Si l'infection progresse, on va ainsi avoir différentes phases avec une deuxième, une troisième et une quatrième phase. Cette quatrième phase, la phase la plus élevée, nous fait retrouver le type de capacité que nous avions en mars et en avril, avec potentiellement 8000 lits normaux d'hospitalisation et 2000 lits de soins intensifs réservés à ces patients. Entre cette première et cette quatrième phase, il faut bien sûr comprendre que les hôpitaux devront alors réorienter leur activité, diminuer l'activité normale de manière à réaffecter du personnel à ces lits Covid que l'on sait être particulièrement consommateurs de personnel parce qu'il y a des précautions supplémentaires à prendre. Et il y aura aussi des phases de redistribution des patients de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de concentration à certains endroits. Dans le contexte actuel, il y a 135 lits de soins intensifs qui sont occupés, avec une occupation proportionnelle plus importante sur Bruxelles, où il y a une petite quarantaine de lits qui sont effectivement occupés. Et donc c'est dans ce contexte qu'il faut commencer maintenant à prévoir une éventuelle évolution à ce niveau-là également. Oké, dank u wel voor jullie aandacht. Ik wens jullie een fijne werkweek. Vergeet vooral de 6 gouden regels altijd en overal niet toe te passen. De meest effectieve manier om ons te beschermen tegen het verdere verspreiding van het virus. Volgende persconferentie zal woensdag plaatsvinden om 11 uur. Le prochain conférence de presse aura lieu le mercredi à 11 h. Merci.